Bonjour tout le monde et bienvenue à notre épisode de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Bon, ça fait un moment que j'ai pas sorti un épisode, mais honnêtement j'avais beaucoup de choses à faire récemment, dont un déménagement. Maintenant j'habite à Montreuil. Oui, c'est officiel, je suis un bobo de classe. Bon, je sais pas si c'est un bobo de classe ou juste un bobo banal, on va dire. Mais je veux pas parler de ça. Je veux parler d'un petit truc qui m'est arrivé ce week-end. Parce qu'il faut savoir que régulièrement, je fais la première partie de Bunaimin, le chinois marrant. Et juste pour vous montrer à quel point j'ai toujours du mal à parler cette langue qui est la langue française, c'est quand j'étais en train de faire sa première partie, bien sûr parce que c'est une première partie, il y a des gens de retardataires qui entrent toujours dans la salle en plein milieu de mon passage. Et bien sûr, la salle est bien noire. Et cette fois-ci, il y avait une fille qui est entrée dans la salle et elle a trébuché. Donc bien sûr, tout le monde l'a regardé. Et donc moi, j'ai dû dire quelque chose. Et donc ce que je voulais dire, c'était attention dans le noir. Ce que j'ai dit, c'était attention au noir. Voilà, c'est la langue française qui me pousse à être raciste. C'est pas ma faute. Bref. Aujourd'hui, je suis avec Candy. On s'est croisés récemment au Montreux Comedy Club. Candy et moi, on se connaît depuis plusieurs années. Et c'était un plaisir de pouvoir m'asseoir à côté d'elle et parler de tout. De l'humour, son point de vue, comment elle écrit de vannes, comment elle écrit pour les autres, etc., etc. Bonne écoute. Et tu viens d'où, en fait? Je suis née à Montreuil, moi. Ah oui. Ouais. C'est vrai? Ouais, je te jure, je suis née à Montreuil. Et je suis... Moi, je suis française, hein, je suis née en France, mais j'ai un père qui est vietnamien, puis une mère qui est... Alors, moi, je dis toujours yougoslave, mais c'est plus vrai maintenant depuis la guerre. Oui. Maintenant, c'est en fait... Elle est bosniaque, Bosnie-Herzégovine. D'accord. Ouais. Et comment ils se sont rencontrés, tes parents? À la fête de l'UMA, fête de l'humanité. D'accord. Tu vois, tu connais, ouais. C'est le rassemblement. Donc c'était ici? Ouais, c'était en France, ouais. D'accord. En fait, leur famille, ils avaient fait la guerre chacun dans son pays. Enfin, ouais. Ma famille, du côté de mon père, ils ont fui le Vietnam dans les années 50. Ouais. Tu vois, au moment où c'était la guerre d'Indochine et compagnie. Avec la France. Avec la France. Avant les États-Unis. Ouais, exactement. Ouais. Avant cette guerre-là. Ouais. Avant ton côté de l'histoire, ouais. À toi. Ouais. Et donc, en fait, mon grand-père, lui, il travaillait pour l'armée française. Du coup, ils sont partis vivre 9 ans en Allemagne. Et puis après, ils sont venus en France. Ouais. Et du côté de ma mère, en fait, c'est mon grand-père yougoslave, donc, qui est venu pour fuir le régime un peu totalitaire de Tito. Ouais. Et donc, ils sont installés en France. Ma grand-mère a rejoint. Et puis, il est mort peut-être 1 an après qu'ils soient arrivés tous en France. D'accord. Et donc, ta mère est née ici? Et ma mère, non, elle est née en Yougoslavie. D'accord. Et ton père en Vietnam? Au Vietnam, ouais. D'accord. Ils sont partis tous les deux en bas âge de leur pays respectifs, mais... ouais. Donc ils sont complètement francophones, en fait. Ah oui. Ouais. Eux, vraiment, ils n'ont pas de problème. Non, c'est ma grand-mère qui parle pas bien français et tout ça, mais ma mère... Et ta grand-mère est toujours vivante? Ma grand-mère yougoslave est toujours vivante, ouais. mais pas vietnamienne. Du côté des Vietnamiens... Ouais. C'est moins résistant apparemment comme ouais. Je sais pas ce que ça va ressortir au niveau du métissage parce que du côté de ma mère, ma grand-mère elle a 87 ans, elle est robuste comme un chêne. 87? Ouais, je te jure. Ah oui. Elle fait un bras de fer avec toi, elle t'explose, Sébastien. Ah oui. Elle te tue. J'ai peur. Ah ouais, non. Tu sais, c'est des femmes fortes quoi, vraiment. Ouais. Et pourquoi Montreuil? Comment ils sont arrivés à Montreuil? En fait, mes parents ils ont vécu à Montreuil et ma grand-mère elle habite à Bagnolet et en fait ils sont tous là en fait. Ouais. Dans le coin. Ouais. D'accord, tes parents sont toujours à Montreuil? Non, ma mère, elle vit dans le 17e, à pas loin là, et mon père est décédé. D'accord. Donc là, sa dernière maison, c'est dans l'Eure. T'avais quel âge quand tu étais à la campagne, par exemple? Jusqu'à mes 16 ans. Et après, depuis mes 16 ans, là, j'arrive, je suis à Paris. Donc tu préférais être ici, en ville? Quand même, ouais, parce que franchement, quand t'habites à la campagne et que t'es jeune, c'est bien quand t'es vieux ou que tu vois, mais quand t'es jeune, non mais c'est un enfer. Déjà, t'as un quart pour aller au collège tous les matins. Ouais. T'as pas intérêt à le rater parce qu'il n'y en a pas de deuxième. Si tu veux aller ne serait-ce qu'à Paris, imagine tu veux partir à Paris, t'as un car qui t'emmène le matin à 7h jusqu'à la gare de Cergy. Et après à Cergy, tu prends ton RER. Combien de temps? Et c'est trop long, je crois. 2 heures. T'en as pour 1h15 d'arriver jusqu'à Cergy parce qu'ils s'arrêtent dans tous les... Il y a d'autres gens qui veulent s'enfuir de leur ne serait-ce qu'une journée. Et puis voilà, c'est horrible. Hein.
Alors après, c'est pour ça que moi, j'ai pas le permis de conduire. Je suis partie trop tôt de la campagne. Si j'étais restée un peu plus longtemps, j'aurais le permis aujourd'hui. Mais il y a plein de Parisiens qui n'ont pas leur permis. Non, on a tout ce qu'il faut, tu vois. C'est comme apprendre à chasser, tu vois. Pourquoi il y a un supermarché, tu vois. Moi, demain, des abattoirs, quoi. Bah ouais, c'est ça. Il y a des gens qui le font pour toi. Donc là, il y a des gens qui te conduisent tous les jours, même si c'est dégueulasse, c'est pas propre, tu gueules, mais bon, t'es bien content, quoi. Si tu devais marcher tout ce que t'as marché, tu dis, ah bon. Mais quand tu as vu la première fois, tu te souviens? C'est une bonne question. Où est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois? Avant-hier, je crois. Ouais, je pense. Non, au Paname, peut-être, alors? Non, avant le Paname. Ouais. Je suis sûre que c'est avant le Paname, mais parce que ça fait longtemps que on s'est rencontrés. Je me demande si c'était... Non, tu sais c'est quand? L'époque du Pranzo? C'est possible. Je pense que c'était l'époque du Pranzo. Je pense que tu as raison. Ouais, il y a 5 ans, 6 ans. C'est vrai. Et donc, sûrement tu traînais là-bas, moi aussi. Et, mais tu avais un spectacle là-bas à l'époque? Non, tu faisais des plateaux. Je faisais des plateaux. Il y a 6 ans, c'était en quelle année? Putain, je sais plus. 2009, j'ai commencé à faire un spectacle en 2009, 2009-2010, je crois. Ouais. Et donc, ton premier one, c'était où? C'est de là-bas? En fait, c'était dans le 19e, il y a une petite salle, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une toute petite salle du côté de Belleville, à côté de la Providence. Comic Hall? C'est ça. C'est mon premier spectacle, c'était là aussi. Une espèce de garage, même pas. Non, tu sais comment j'appelais ça? Un taxiphone. La journée, je disais que la journée c'est un taxiphone et puis le soir on fait des spectacles. C'était vraiment, c'était une ambiance. Il y avait un minimum garanti au chapeau, c'était ça? Parce que moi, au moins, quand j'étais là-bas, ah non, tu t'es fait arnaquer. Ouais, sûrement. Non, il n'y avait pas de minimum garanti. Si, il y avait un minimum garanti de je sais plus combien. Et pas grand chose, mais ce qui est bizarre de faire minimum garanti avec un chapeau. Ouais, c'est vrai que c'était... Normalement, s'il y a un minimum garanti, au moins, on paye l'entrée. Mais déjà, je pense qu'ils auraient dû nous payer pour qu'on aille jouer là-bas, en vrai. C'est clair, Mais bon, après, moi, j'ai pas de mauvais souvenirs de ça. Je trouvais que c'était sympa dans le sens où c'était... En fait, quand tu débutes, c'est bien. Mais bien sûr. Mais j'avais même pas de spectacle. C'est Charles Soignon qui devait aller jouer là-bas. Et puis finalement, entre-temps, elle a réussi. Et donc, elle a dit, ah merde, je peux plus aller jouer là-bas parce que j'ai d'autres projets. Elle m'a dit, Candy, et comme je me suis engagée, tout ça, est-ce que ça te dirait pas de reprendre? J'ai dit, mais j'ai rien. J'avais 4 slams, 20 minutes, tu vois, Et donc, finalement, j'ai accepté. Et puis, c'est ce qui m'a... Forcé à écrire et à faire mon art. Mais attends, elle m'a dit ça une semaine avant de commencer. J'avais pas 2 mois tu vois, pour me préparer. D'accord. Mais bon, tu vois, au début, j'avais combien? 10, 15 personnes. Et très rapidement, en fait, c'était complet tous les soirs. Je jouais 3 soirs par semaine. Et ça, c'était vraiment formateur. Ah, c'est cool. Ouais. Mais comment, même avant ça, comment tu étais dans le milieu humoristique? Pourquoi c'était quelque chose, une envie que tu avais depuis un moment? Non, moi, à la base, j'avais fait des études de droit, mais je voulais être artiste, mais tu sais, comme on dit, viens, on va sur la Lune. Tu vois, c'est quelque chose d'impossible. Et puis chez moi, il fallait réussir, quoi. Il fallait faire des études. Pourquoi tes parents mettaient cette pression-là? Ma mère pas trop, c'est du côté de mon père plutôt, parce que lui il était ingénieur en froid industriel et compagnie, alors que c'était un musicien. Lui, ce qu'il aurait vraiment voulu faire, c'est de la guitare et partir avec il avait un groupe de musique et tout ça. Quel genre de musique? Un peu rock, plutôt, et j'ai retrouvé un CD qu'il avait fait, un disque qu'il avait fait il y a pas longtemps et tout, et je me suis dit, oh là là, c'était vraiment pas bon. Mais en fait, c'est parce que on lui avait demandé de faire un truc pour le salon de la moto. C'était un truc imposé. Après, on vous donnera l'argent pour faire vos trucs. Et ça s'est jamais fait. Et donc, du coup, le seul truc qui sort de toi, c'est ça, quoi. C'est comme quand on te filme sur tes premières scènes, et que ça va sur YouTube. Et après, dès qu'on cherche ton nom, on dit, mais c'est vraiment nul ce qu'elle fait. Oui, mais c'était il y a longtemps. Surtout si c'était des vannes de commande, quoi. Mais oui, c'est ça. Il faut que tu écrives 5 minutes sur. Pourquoi fait des trucs sur Total? Exactement. Tu vois, donc c'était vraiment pas cool. Et un jour, il y a une fille, je sais pas, je raconte, j'étais partie voir un spectacle. À l'époque, c'était Dieudonné. J'étais allée voir, mais à l'époque où, soi-disant, il était encore fréquentable. Ouais, donc, mais il était tout seul, il était pas avec Alice. Non, il était tout seul. C'était quel spectacle? C'était 1905, je crois. D'accord. Qui est vraiment je sais pas si tu as l'occasion de le voir ou pas. J'ai jamais vu sur scène. C'est vrai. En tout cas, vraiment, c'est vraiment dans la ligne des spectacles qui sont vraiment très bons, où vraiment tout le monde prend. Enfin, il y a pas eu toute la dérive qu'il y a maintenant, où tu vois. Donc il y a quoi, 6 ans?
Plus que ça. Hein. D'accord. C'était en 2007. Ok, oui, donc... Tu vois, donc ça fait 7-8 ans bientôt. Ouais. Et je raconte le spectacle comme ça, les trucs qui m'avaient fait marrer. Elle m'a dit, mais t'as vraiment quelque chose. Ouais. Tu devrais essayer de monter sur scène. Qui t'a dit ça? C'est une fille qui s'appelle Maimouna Koulibaly, qui à l'époque faisait du stand-up aussi. Enfin, aujourd'hui, elle fait un truc qui s'appelle Booty Therapy. Ouais. Et en fait, genre, ce qui paraît, si tu remues ton cul, t'es beaucoup plus joyeux et tout ça. Ça cartonne à travers le monde et tout. Ouais. Elle fait un truc qui est vraiment. Voilà. D'accord. Et donc, elle m'a donné le contact d'un type qui s'appelle Delo. Ouais. Je sais pas si tu connais, t'as déjà joué, non? Ça s'appelait Joke Session, je crois, à l'époque. Ouais. Non, ou Stand-Upology. Je crois qu'au départ c'était Joke Session, et après ça s'est changé en Stand-Upology. Et voilà, une première scène dans un bar comme ça où le mec il te dit ok. C'était quoi, un passage de 5 minutes, juste une espèce de scène ouverte? Ouais, 5-6 minutes, 5-7 minutes. Ouais. Et donc ça, c'était ta première fois? Plus ou moins. J'avais fait un autre essai, c'était pour une sorte d'audition en banlieue, un truc horrible, c'était du côté de Villejuif, mais je crois qu'il y avait que des gamins et tout ça. Ouais. C'est la première fois que je montais sur scène, j'avais une pression, un truc de ouf. Mais ça va, ça a été, pour moi, ma vraie première fois, elle était vraiment... Cette fois-là? Ouais. Et donc, si tu étais stressée, Ah ouais, carrément. Mais en même temps, t'es stressé et en même temps... parfaitement inconscient, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu te rends pas compte de ce que tu fais. Tu vois, à l'époque on te disait voilà, est-ce que tu peux écrire 10 minutes pour la semaine prochaine? Mais bien sûr. Ouais. Tu vois, 10 minutes, bah ouais, tellement. C'est abstrait en fait. Mais ça veut rien dire pour toi 10 minutes en fait, parce que t'as emmagasiné tellement d'histoires, de trucs comme ça que tu racontes et qui font rire tes amis. C'est comme ça que tu commences à monter sur scène et tu racontes des choses et toutes les semaines on te dit tu peux faire un nouveau 10 minutes et tu dis ouais, bien sûr. Ouais. Et le pire c'est que ça marchait. Ouais. C'est ça qui était fou. C'est que ça marchait parce que tu montais sur scène avec une... Tu sais, c'est un peu la chance du débutant, quoi. Ouais. Et comme t'es à l'aise, et ben, ça glisse tout seul. Et tu défends tes vannes, quelque part. Tu le défends. Ouais, pour toi, c'est marrant. Ouais. Ça peut pas être pas drôle. T'as pas de doute encore? Non, parce que tu sais pas ce que c'est. Ouais, t'es un enfant, t'es juste naïf, tu entres dans une cage de lions. Mais oui, tu te rends pas compte que c'est dangereux, que les gens peuvent te manger en fait. Ouais. Et c'est ça, t'imagines le môme qui fait ses premiers pas, s'il savait qu'il y avait 100 km à faire, il commencerait peut-être jamais à marcher. C'est sûr, tu vois, donc avec cette inconscience-là, tu montes sur scène. La deuxième scène que j'avais faite, là j'ai compris très vite que c'était... Mais c'est drôle, c'est souvent le deuxième. Parce que la première, t'as tout mis. Ouais. Puis il y a tes amis qui sont là, qui viennent et te soutiennent. Et donc ça aide, même s'ils sont pas marrants, ils t'aiment. Donc ils vont rire. Tu te souviens de quoi tu parlais? Franchement, je crois même que c'est sur Internet. Je racontais des trucs... Je crois que c'était vraiment des anecdotes, quoi, mais des trucs qui sont arrivés où je me rappelle, j'avais un début tellement nul où j'arrivais, je disais oui, alors ce soir je croyais que j'allais jouer à l'Olympia, alors j'arrive devant l'Olympia et je vois Enrico Macias, je me dis tiens, il fait ma première partie. C'est vraiment des trucs où tu te dis tu mets pas un rond sur moi, quoi. Mais ça marchait. Bah oui, parce que j'avais confiance, évidemment c'était drôle. Et la deuxième scène, je me suis dit non, la première c'était un carton, la deuxième je vais faire le field. Ouais. Fâche trop, ouais, donc t'es monté vraiment devant le... Non, mais je suis une folle. Ouais. Mais personne te dit, tout le monde t'encourage. Mais bien sûr, c'est bien. Mais il y a un ravin, saute, super. Ouais. Et là j'ai compris. Là, le mec, il arrive, il me dit, est-ce que tu veux une poursuite sur toi? Je savais pas ce que c'était une poursuite. Ouais. Alors j'ai dit, bien sûr. Ouais. Et j'arrive sur scène, je vois personne. Et je dis, mais enlevez-moi cette lumière. Donc il me remet une lumière normale. Tu vois, déjà, je suis pas très à l'aise. Ouais. Bon, première vanne, elle marche, deuxième vanne, troisième vanne, quatrième, elle passe pas. Et en fait, c'est à ce moment-là, j'ai compris que les gens pouvaient ne pas rire à quelque chose. Ouais. Donc ça, c'est devant 200 personnes, au final. Ouais, 200 ou 300 personnes, je crois. Ouais. Et au fur et à mesure, en fait, quatrième, passe pas, cinquième, passe pas, sixième, elle passote. Ouais. Et après, je fais, il reste du temps, tu sais, le fil, t'as 5 minutes pour passer. Il te reste 1 minute. Et moi, je fais, ça va aller. Merci beaucoup. Et j'ai la vidéo de ce truc-là. Ouais. C'est trop marrant, tu vois, j'ai raté ma vie, quoi. Ouais. Après, j'ai pleuré pendant 2 heures, je crois. Et tu pensais arrêter? Non. Mais je pensais que en fait, tu sais pas vraiment à quoi tu penses. Ouais. Tu te dis juste, je me suis quand même pris une grosse tôle. Ça fait mal. Tu vois, c'est comme quand tu tombes, tu te dis pas, bon...
Je vais pas me relever. Tu sais qu'il faut que tu te relèves parce que, bon, mais t'as quand même une grosse croûte au genou, quoi. Tu vois, tu dis, ah, c'est difficile. Et pourquoi tu voulais pas arrêter? C'était quoi en toi qui te disait, il faut continuer? Je sais pas, tu t'es déjà posé cette question? Oui, 2 fois. Ouais. 2 fois, je me dis juste, je suis con. Je suis con, un mélange de con et juste têtu. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui dit, oui, tu peux. Ouais. Et il y a une autre qui dit, arrête tes conneries. Ouais. T'avais un travail, t'avais des trucs et tout. T'as une famille, fais quelque chose. Ouais, c'est sûr. Bon, il y a plein de voix dans ma tête, en fait, finalement. Mais il y a cette voix-là qui dit, t'es fait pour ça. Même si, mais des fois ça demande du boulot, de temps et de bosser, et des fois justement c'est un manque de travail des fois, parce qu'on monte sur scène en disant oui ça sera facile, et non, pas du tout. Et quand ça semble l'être, c'est qu'on a beaucoup bossé, quoi. En fait, c'est surtout ça. Ouais. Non, moi je me suis dit, en fait au début c'était compliqué parce que même mes amis du métier, en fait, moi, je faisais du slam et du stand-up. Et mes slams marchaient beaucoup mieux que mes stand-up. Oui. Et c'est normal parce que le stand-up, c'est beaucoup de travail. Le slam aussi. Tu vois, j'écrivais depuis plus longtemps des textes que... Et donc, les gens disaient, mais pourquoi tu continues à faire du stand-up? Tu vois, il faut continuer à faire des slams, c'est beaucoup mieux, tu vois. Mais moi, j'ai toujours refusé la facilité. Ouais. Je me suis dit, peut-être que ça marche mieux, effectivement. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Quelque chose t'a appelé vers le stand-up. Ouais. Mais tes slams étaient drôles? Oui, mes slams étaient plus marrants. Bon, j'avais 2 types de... Ça dépendait de la commande. Ouais. Non, mais c'était plutôt marrant. Et d'ailleurs, j'ai fait la saison 2 du Jamel Comedy Club avec un slam. Ah oui? Ouais. Je savais pas que tu as fait aussitôt le Jamel. C'est comme ça qu'on a commencé. Avec Seb Melia. Ah ok, je me souviens maintenant dans le podcast avec Seb Melia, il m'a raconté que vous avez rencontré Kader. Et non mais Seb, je sais pas s'il t'a tout raconté. Je pense pas. Je pense pas. Non. Je vais te raconter ma relation. Écoute bien Seb Melia. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, peut-être on avait 6 mois de scène dans les jambes, Seb et moi. On s'était rencontrés sur une scène par un ami en commun qui a dit, Candy, rencontre-le parce qu'il est vraiment marrant, et inversement pour Seb. Oui. Et au bout de 6 mois, tu sais, quand t'as l'impression que tout est possible. Oui. Tu te poses pas de questions, et c'est ça qu'on perd avec le temps, et c'est ça qui est vraiment dommage aussi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, en fait, quand tu prends conscience, tu perds cette naïveté que tu as, et est un positivisme aussi. Ouais, exactement, et tes freins ils sautent quand t'as ça, tu vois. Ouais. Et je dis viens, c'était la saison 1, il faisait le Casino de Paris. Ouais. Je dis viens, on va voir Kader Aoun pour voir s'il a besoin pour la saison 2. Ouais. Et Seb me dit, tu connais Seb Melia, toujours en train de douter, même si c'est le meilleur de la planète en stand-up, et il dira non, je suis pas sûr de moi, je préfère jouer dans ma chambre encore. Je sais même pas s'il a un jour il a dit à ses parents qu'il jouait, tu vois, pour te dire. Et il me dit non, on n'est pas prêt. Voilà. Ceci dit, bon, à l'époque il avait quand même raison. Mais on n'est pas prêt. Je dis écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, parce qu'on jouait au Café de Paris le soir même, je vais au Café de Paris, après je vais rencontrer Kader Aoun, et si jamais c'est bon, bah voilà. Dans le doute, il m'a suivi quand même. Et puis voilà, c'est là qu'on l'a rencontré. Kader il nous a dit bah ramenez-moi un DVD. Le lendemain on a ramené un DVD, puis il nous a pris de vos passages. Ouais. D'accord. De nos passages respectifs. Vous en aviez? On avait parce que on filmait. Donc on avait des trucs dégueulasses, mais si ça te laissait juste pour donner une idée. Ouais, suffisamment pour te donner une idée. Ouais. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est en 2007 que ça a vraiment commencé pour l'un et pour l'autre, quoi. Donc il a regardé ça, il t'a appelé? Comment ça? Kader, il nous a appelé après, Seb et moi, il nous a appelé pour nous dire voilà, venez, on va commencer à faire les essais au Théâtre du Temple, parce qu'à l'époque le Jamel c'était vraiment préparé bien en amont, c'est-à-dire que peut-être pendant 2 mois et demi on jouait samedi et dimanche, 2 fois les samedis, 2 fois les dimanches au Temple, et on rodait les passages. Une espèce d'entraînement en fait. Ouais. Et puis il nous faisait la misère, Kader. Oui. Donc c'était le metteur en scène de tous les de tous les artistes qui passaient, en tout cas pour l'émission. Oui. Et donc grosso modo ça veut dire qu'il croyait en toi et tu n'étais pas encore prête, mais il voyait le potentiel. Il voyait le potentiel. Oui. D'accord. Il voyait le potentiel comme il a fait pour chacun d'entre nous, quoi. D'accord. Tu vois, donc voilà, voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Ouais. Et donc tu as fait la 2e saison. La saison 2, avec un slam. Du coup, parce que j'avais pas un stand-up assez près. D'accord. Et ça s'est bien passé, le slam?
Ouais, écoute, ouais. Donc c'était un slam drôle, du coup. Oui, c'est ça. Oui, ça s'appelait Les Connards et les Canards. Ouais. Si c'était rigolo. Après, je pense qu'avec le recul, c'était vraiment trop à part par rapport à ce que tous les autres faisaient. Ouais. Donc peut-être que ça avait pas trop sa place là, mais bon, je sais pas. Bon, en tout cas, ça te donne une crédibilité. Ouais. Surtout à l'époque, tu vois, quand tu fais le Jamel Comedy Club, c'était vraiment... Surtout deuxième saison, c'était très vu aussi. Ouais, exactement. Jusqu'à la saison 3, c'était quand même très regardé, puisqu'il n'y avait pas Internet qui était développé comme ça, surtout à cette époque-là, donc les gens étaient vraiment devant leur poste de télévision, c'était le rendez-vous, quoi. Ouais. Vraiment. Et donc, tu as refait un passage depuis, ou c'était juste... Si, j'ai fait la saison 7, là, la dernière saison. Ouais, c'était cool. C'était bien d'y retourner. Oui, c'était... Oh, c'est drôle parce que, sûrement parce que 5-6 ans sont passés, donc c'est tellement différente là. Ouais, c'est différent, et puis en plus, mais en même temps, tu vois, on a plus le... J'ai pas la même stand-up qu'il y a 2 ans déjà, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a des choses qui changent, et je pense que, tu vois, l'efficacité d'un 5 minutes, c'est moins ce que je recherche aujourd'hui qu'à une certaine époque. Donc ça veut dire que là il a fallu que je reformate en mettant que des punch. Et ce qui fait que c'était bien pour le format de l'émission, le passage est propre et tout, et voilà. Mais moi, de ce que j'aime faire, c'est pas très révélateur de ce que je fais vraiment aujourd'hui, quoi. Oui, mais c'est spécial. Moi j'ai fait aussi j'ai fait la 5e saison, et quelque part, après un moment, je me suis dit, ok, bon, il faut faire un truc pour la télé, et c'est pas forcément ce que tu fais sur scène d'habitude et sur scène pendant 1 heure. Ça, il faut changer, il faut s'adapter à la télé. Si t'aimerais être à la télé, c'est un choix. C'est un rythme, et donc oui, il faut s'adapter. Et moi, j'ai eu ce même truc, c'est-à-dire, c'est pas vraiment moi, ça me correspond pas vraiment. Mais en même temps, je suis content de l'avoir fait, et c'est bien. Non, puis c'est bien. C'est notre exercice quelque part. Exactement, puis ça t'oblige aussi à... Parce que tu sais, quand tu fais que ton heure, ou tu fais des plateaux où t'as 10 minutes et tout ça, t'oublies aussi cette nécessité d'efficacité. Oui, aussi. Parce que tu sais que t'as le temps d'installer. C'est sûr. Alors que là, tu vois, je crois que mon passage, il fait 4h30. Oui. J'en ai dit des choses en 4 minutes 30. Et puis toi, t'arrives... Voilà, c'est parti. D'ailleurs, je me rappelle très bien, ce jour-là, c'était très marrant parce que c'est public trop dur à l'enregistrement. Jamais il a dit, franchement, calculez pas, faites pour la télé, quoi. D'accord. Donc, je m'attendais vraiment à ce que ça soit horrible. Je crois qu'on avait des cotorep, des vieux, des enfants, tu vois, et des chômeurs. C'est vraiment le panel de gens, tu sais que tu vas galérer, quoi. Ils sont pas là pour toi. On est là parce qu'on galérait, tu vois. Donc, du coup, et finalement, non, ça a marché. Et il y a eu des rires et des applaudissements. Ça m'a limite perturbé dans mon rythme, parce que j'étais tellement partie conditionnée en me disant... voilà, je joue pour la télé. Que du coup, j'ai dit, mais vous êtes là? Ah ouais, il y a des gens ici. Salut. Donc voilà, mais non, franchement, moi je regrette franchement rien de ce que j'ai fait, parce que chaque chose t'amène quelque chose, t'apporte quelque chose. Même j'ai fait On ne demande qu'à en rire il y a 3 ans. Oui, tu m'as pas vu parce que j'ai fait 2 passages. D'accord. Oui, je pense qu'on a parlé, mais je pense on montré. Ah, peut-être qu'on en a parlé. Ouais, donc tu as fait 2 passages. Et ça s'est bien passé, tu m'as dit. Le premier, c'était assez bien passé. En fait, moi, je me suis dit, regarde pas Gargamel et les sorcières qui sont en bas, tu vois, joue pour les 200 personnes qui sont là. Donc, je suis partie avec un stand-up. Et ça faisait longtemps que moi, j'écrivais pour d'autres personnes, pour Shirley, pour Kevin Razi et tout ça. Et qu'on me demandait, mais viens, teste. Parce que surtout qu'ils sont en galère de filles, il n'y avait pas beaucoup de filles. Et moi, j'ai dit non, mais de toute façon, ils n'aiment pas le stand-up et tout. Et puis, j'y suis allée quand même. Heureusement que je les ai pas regardés, hein, parce que au retour d'émission, en fait, j'ai vraiment l'impression, tu sais, quelqu'un qui te déteste pour rien, tu vois, comme si tu t'avais fait quelque chose, comme s'il se disait parce que tu respires, c'est pour ça. On n'aime pas, elle a l'air bien dans sa vie. Tu vois, c'est comme si t'avais essayé, je sais pas moi, d'écarteler toute sa famille, tu vois, c'est vraiment, et à un moment donné, j'ai eu une applause sur une vanne et Jean Benguigui se retourne en disant, tu sais. Ok. Vous me gênez avec vos applaudissements. Et donc du coup, j'ai eu peut-être 12 ou 13, je crois, un truc comme ça. Mais assez pour revenir la fois d'après.
Et après, je me suis dit, bon, je vais essayer de, tu vois, peut-être essayer d'adapter un petit peu mon stand-up, tu vois. Tu vois, moi, je suis pas fermée aux expériences et compagnie. Donc, j'avais pris un sujet et il y avait une vanne sur des vieux. Et je me suis dit, si il me buzz pas celle-là, il me laisse aller jusqu'au bout. Ouais. Ou sinon, voilà. Et dès que la vanne sur les vieux, elle est sortie, Ah ouais. tu vois, ouais. Pourquoi c'était un peu hard? C'était... Wow. Ouais. Bon, par rapport à cette émission. Ouais, par rapport à cette émission, tu vois. Ouais. Mais c'est surtout qu'il y a des choses, je pense, qui tolèrent d'un homme, qui tolèrent pas de femme là-dedans. Ouais. C'était vraiment une émission très misogyne, très sincèrement, parce que autant les hommes, quand ils arrivaient, bon, à moins qu'ils avaient vraiment, tu sentais parfois une réticence vis-à-vis d'eux, mais c'était assez rare. Alors que quand une femme arrivait, c'était déjà, on la regarde, on la critique, est-ce qu'elle est mignonne, est-ce qu'elle est pas mignonne, est-ce que tu vois, il y avait vraiment de ça. On pourra me dire non, peut-être que c'est dans ta tête, je suis sûre que non. Ouais. Je l'ai vu, je l'ai senti. Ouais. C'est vraiment les femmes avec lesquelles ils se sentaient pas forcément en danger, tu vois, qui pouvaient ou je sais pas, celles qui correspondaient, qui faisaient En plus de sketch. Ouais, je pense aussi le stand-up, une fille stand-up. C'est même pas la peine. Ouais. C'est encore, déjà, ils aiment pas le stand-up. Ouais, déjà. Parce que pour eux, c'est pas leur code, c'est pas leur référence. Ouais. Et puis, qu'ils associent ça vraiment. En fait, ils connaissent pas le stand-up, tout simplement. Ouais. Ils n'ont pas cette culture-là. Ouais. Ils connaissent pas les humoristes américains stand-uppers. Pour eux, tu vois, si tu. Alors qu'on peut jouer dans son stand-up. Tu peux avoir des personnages dans ton stand-up. T'as autant de stand-up que t'as stand-upper normalement. Exactement. Tu vois, donc... Je le dis souvent, ça. Mais ouais. Et pourquoi toi, tu t'es attiré par le stand-up? Je pense qu'au début c'était une question de facilité, parce que tu dis comme je sais pas trop jouer, et que j'ai quand même des choses pas trop con à dire, je vais passer par là. Je pense que donc c'était plus l'écriture qui t'intéressait que le jeu, en fait. Et ce que j'aimais, c'était le raisonnement tu vois, que tu pouvais développer, que tu partais d'un point A pour un point B, alors que tu peux l'avoir dans un sketch aussi, à tout un fil conducteur. Mais pour moi c'était dans un premier temps plus simple, et ça me parlait plus parce que tu vois, il y avait un rythme comme ça qui pour moi me parlait plus. Et parfois je m'ennuie dans des sketchs parce que je trouve que c'est trop long à venir, ou alors les vannes, elle fait des appels de phare 10 minutes avant, elle dit je vais arriver, je suis la vanne, tu vois. Et c'est le côté popcorn du stand-up qui t'a plaisé un peu. Exactement, tu vois, le truc, voilà, c'est consommable immédiatement, on comprend tout de suite, c'est direct, on passe pas par 10 robes, 10 changements, ça. Alors que j'aime beaucoup le sketch aussi. Il y a des sketchs pour moi qui sont vraiment très bons. Et ce qu'ils faisaient à l'époque, moi j'écoutais beaucoup Rire et Chanson avec mes parents et tout. Et il y avait des trucs qui me faisaient mourir de rire, réellement. Et donc le stand-up comme référence, il y avait quelqu'un en particulier qui t'a... Quand tu l'as vu, tu as dit oui, c'est ça que j'aimerais faire. Soit en France, soit aux États-Unis. Peut-être la première saison de stand-up de Jamel. Première saison de Jamel, j'avais beaucoup aimé, ça c'est clair et net. Moi j'aimais bien Jamel Debbouze. Il a ce truc, Jamel, c'est vrai, même je l'ai vu à la saison 7, quand il monte sur scène, il a cette empathie, tu sens que les gens ils sont happés. Moi quand j'étais au collège ou au lycée, quand il a commencé à marcher, Jamel, on voulait tous qu'il soit le pote qu'on a dans notre classe, quoi. Vraiment, on avait envie que ce soit notre ami. Mais c'est pas lui spécialement qui m'a donné le plus envie. Moi j'aimais bien, à l'époque j'avais pas trop de références américaines, c'était plutôt... je te parle de ça quand j'étais enfant et adolescente, hein. J'aimais beaucoup Les Inconnus. J'aimais bien les sketchs de Coluche. Tu vois, j'aimais bien aussi les sketchs de Pierre Palmade. J'aimais bien certains sketchs de Bigard aussi. Il y avait des trucs, pour moi c'était vraiment des gens quand même qui avaient... C'était les références, des années 80-90. Mais c'était des vraies plumes aussi. Même Muriel Robin, elle avait des trucs sensationnels et tout ça. Et plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'humour, quand j'ai commencé à en faire et tout ça, là j'ai découvert vraiment les stand-uppers américains. C'était compliqué à l'époque d'avoir, à part comment il s'appelle, celui qui gagne le plus d'argent, Jerry Seinfeld, tu vois, les extraits dans la série, des extraits dans la série, tout ça, il y a pas beaucoup de... T'avais pas beaucoup de références, tu vois. Ici, c'était compliqué d'avoir accès à ça. Si tu parlais pas anglais, ou si tu connaissais pas d'anglophones qui pouvaient te faire avant YouTube. Et si tu voulais voyager, ou des trucs. Moi, j'avais pas Canal+, donc il y avait plein de trucs, tu vois. J'avais pas le câble. Donc, tu vois, tu t'imagines. Le Moyen-Âge, quoi. Moyen-Âge. Je m'en suis sortie. J'espère que tout le monde le note. Mais, voilà, moi, c'était plutôt ça. Et puis, et maintenant, c'est plus trop ça. Mais maintenant j'ai d'autres références et plus américaines forcément, parce que
Parce que ça te parle, je sais pas, ça me parle beaucoup plus, quoi. Quand je vois des trucs, je me dis, ah là là, ah non, mais quelle idée, et tu vois, des fois je suis devant des trucs, moi c'est les raisonnements, ça m'épate, quoi. Comme qui? Il y a un sketch que j'aurais voulu écrire et c'est vraiment mon sketch de référence, c'est Detachable Pussy de Wanda Sykes. Detachable Pussy de Wanda Sykes. J'ai traduit donc peut-être pas. Ouais, je connais pas. Tu connais pas? Je connais Wanda Sykes, mais je connaissais pas. Déjà, c'est drôle. Detachable Pussy. En fait, elle te parle d'un sujet qui est quand même assez grave, c'est que tu vois, elle dit c'est angoissant pour nous de se faire agresser sexuellement et tout ça. Et ce qui vraiment, en gros, serait le top, c'est de pouvoir avoir une chatte qu'on détache, quoi, tu vois. Et qu'on puisse enlever. Genre, tu vas faire du jogging tard, Central Park ou je sais pas où. Tu dis, hey, je vais t'agresser. Non, c'est pas ma chatte aujourd'hui. Leave my pussy at home. C'est drôle. Et il y a plein de trucs comme ça. J'aime beaucoup Wanda Sykes. Elle est très forte. Elle a une puissance comique mais dans une expression, quoi. Tu vois, elle est vraiment ultra puissante. Et des nanas comme ça, pour moi, elles sont très fortes. Margaret Cho aussi, j'aime beaucoup. Elle est très bien. Elle est exceptionnelle. Elle est bien trash. Ouais. Elle est bien trash, elle est bien drôle. Elle est trash, mais en même temps, en fait, c'est ça que j'aime. Tu vois, c'est un peu à la Blanche, tu vois, Gardin, dans le sens où c'est pour moi trash. Je dis ça dans le bon sens. Ouais, bien sûr. Ou vulgaire ou grossier, c'est vraiment la personne, c'est pas le propos. Tu vois, tu peux dire, tu vois, dans la bouche de Margaret ou comme dans celle de Blanche et tout ça. Pour moi, il y a rien de choquant, il y a jamais rien de vulgaire en fait, et jamais. Mais c'est vrai qu'elle est super trash, mais elle va loin. Puis elle a des raisonnements. Elle m'a fait rire. Puis avec sa tête de gentille en vrai, tu vois, elle a une vraie bonhomie et tout ça, et tu là, tu sors des trucs naturellement alors que c'est des missiles, elle te le sort comme si c'était rien, quoi. Et toi t'es là, tu t'encaisses et tout, et c'est et Wanda Sykes aussi, pour moi tu vois, si un jour j'aimerais avoir un level de stand-up, c'est ambitieux, hein. Mais c'est vraiment parce que c'est des personnes qui ont des. Même le sketch de Wanda où elle fait son coming out, mais de dire qu'elle est noire à sa mère, elle l'annonce. Tu sais, c'est des trucs très cons. Depuis, ça a été repris par plein de gens et ça, mais Mom, I'm black. Et c'est drôle, et tu vois, c'était sa façon à elle. En fait, elle aborde vraiment des sujets très graves, très durs. Même elle aussi, elle parle de l'avortement. Moi, j'ai un sketch aussi sur l'avortement et ça. Elle en parle, mais de manière, tu vois, cool, quoi, en disant, croyez pas que c'est fun, il y a aucune, puis elle fait des situations, il y a aucune fille qui se dit hey les filles, rendez-vous à midi pour se faire avorter tout ensemble, tu vois. Et puis enfin une manière d'aborder le grave par le léger. Et c'est une grande force. Et ça c'est extrêmement puissant, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces nanas là. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a peu de gens qui arrivent à faire ça? J'ai l'impression que parce qu'on cherche tellement le rire qu'on oublie que il faut avoir un message, il faut. Non. On n'a pas besoin. Mais il y a plein de gens qui oublient qu'il peut avoir un fond. Donc c'est un but pour toi, c'est important pour toi d'avoir un fond. Ouais, de plus en plus. C'est vrai qu'au départ, quand tu commences, ton seul but c'est de faire rire les gens. Après j'ai une période où mon but c'était de dire des choses. Donc tu perds du rire. Tu vois, et là maintenant c'est de retrouver l'équilibre entre le fond et la forme. Et arriver à faire des choses comme ça, c'est cet équilibre-là que je cherche en permanence. Avant, j'avais un sketch sur l'avortement, mais il était tellement trash que les gens en fait avaient mal. Ils rient pas trop, ils étaient un peu choqués. Ou alors ils rient parce qu'ils aiment l'humour noir et ils font waouh, quelle puissance, tu vois. Et puis sinon, mais la majorité des gens, tu t'entends le silence. Donc à chaque fois maintenant, je me dis. Après, on peut très bien se dire, moi je suis pas responsable de comment les gens prennent les trucs, je le dis comme je le veux, et puis tant pis pour eux s'ils le prennent mal. Tu vois. Mais moi, j'ai pas envie que les gens souffrent. J'ai envie qu'ils entendent des choses et que en fait, quand ils sortent de ma salle, ils se disent ah ouais, ça c'est pas grave en fait, c'est vrai, tu vois. Et donc du coup, c'est toujours choisir l'angle d'attaque. Si j'attaque frontalement en disant hey, vous avez vu l'avortement, ils te foutent des trucs dans la chatte, et puis après c'est violent. Tu
vois, mais si tu l'abordes en mode storytelling, par exemple, comme je fais en disant, on pense toujours qu'on est le fruit de l'amour, on pense jamais être le fruit d'une cuite. Du coup, moi, j'ai demandé à ma mère, maman, est-ce que tu vois, du coup, les gens ne peuvent pas juger parce que c'est ton histoire. Tu vas dire, j'aime pas ton histoire. Je dis, bah, désolé, c'est la mienne. Ouais, c'est la mienne et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Donc, si t'aimes pas, c'est con. Avant, j'avais un truc aussi sur le cancer, mais les gens comprenaient pas. Ils sortaient de là, ils disaient, j'ai tout aimé dans le spectacle, mais sur le cancer. Alors que je disais, au contraire, tu vois, si on veut faire des émissions de télé-réalité, faites la réalité des gens, faites des vies, ma vie de cancéreux. Et ceux qui étaient, tu vois, sous traitement. Moi, parce que j'ai lutté contre un cancer, tu sais, mais mon père, il est mort d'un cancer. Je dis pas que je peux savoir mieux que toi ce que c'est le cancer, qu'il le vit, qu'il le traverse, mais on est tous touchés par ça. Il y a pas une personne de ta famille qui est pas morte d'un cancer. Ça n'existe pas. Tu vois, donc après, moi, je pense que c'est vraiment comment on aborde et quel angle on prend. Et pour pas que l'autre ait mal, tu vois, c'est comme lui faire un bisou et après, il se dit, mais quand même, c'était lourd de sens tout ça. Tu vois, Non, mais c'est ça, je suis d'accord avec toi parce que il y a des gens qui ont quelque part la politique, je vais raconter ce que je veux, mais aussi en même temps, on est sur scène, on est devant un public, il faut trouver cet équilibre. Je trouve que c'est important. Et il y a manière de dire quasiment tout ce qu'on veut. C'est juste trouver la manière pour le dire. Pour le dire et pour que ça soit la petite cuillère de sucre qui aide le message à passer. Un truc entendable, tu vois. Genre, Blanche, par exemple, elle dit des trucs super hardcore dans son... Mais il y a là un personnage qui le dit. Oui, et donc, elle le dit bien. Il y a le rire qui va avec aussi. Exactement. C'est bien écrit, c'est bien amené. Et il y a le personnage qui légitime de tenir de tels propos. Mais si une personne lambda, tu vois, arrive et dit des trucs comme ça serait pas pris de la même manière. Parce que, au-delà du fait qu'elle se soit extrêmement bien écrit ce qu'elle fait, on se dit aussi, c'est son personnage, il est dépressif, son personnage, il est comme si, tu vois. Donc, du coup, il y a le personnage peut se permettre de dire des trucs que toi, si tu vas, on peut s'approprier complètement ton propos et se dire, c'est elle qui le pense ou c'est lui qui le pense. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que tu as trouvé ton personnage? Pas encore. Je sais pas quand est-ce qu'on le trouve, mais je trouve que je m'y approche en étant le plus authentique possible avec moi-même et en jouant, j'arrive à mieux jouer en jouant moins celle que je ne suis pas. C'est bizarre, c'est-à-dire je suis un peu bizarre comme non, ce que je veux dire, c'est que je suis plus à l'aise avec moi-même parce que je cherche pas à être quelqu'un d'autre. Je vois. Tu vois. En fait, au lieu de chercher, tu enlèves quelque part. Exactement, tu es pur, tu te recentres et puis et je pense que la plupart de ceux qui trouvent leur genre, ils font ce travail-là. C'est un vrai travail d'introspection, ce que tu veux pas, et à partir du moment où tu sais déjà ça te met tes limites. Enfin, tu vois, déjà peut-être même inconsciemment, tu es en train de voir qui tu es parce que tu dis ok, moi je suis pas ça, et donc je suis qui. Tu nettoies et donc au fur et à mesure tu t'en rapproches. Après, je pense qu'il y a des rencontres aussi, des gens qui t'aident. Bien sûr. Tu vois, moi, je sais qu'à une époque, j'avais travaillé un peu avec Papy. Et Papy, il m'a donné ce truc d'avoir confiance. Et de te dire, tu peux le faire. Et quand t'es là, c'est toi le maître, en fait. Et tu fais ce que tu veux, en fait. Et après, moi, je disais, ah bon, mais je peux faire ça aussi? Ouais. Non, si, je peux faire ça, et tu peux faire ça, et tu peux même faire ça et ça et ça. Ah bon, tu vois. Et donc du coup, tu joues pas pareil avec ton corps, il y a plein de trucs que tu fais pas de la même manière. Donc là, tu trouves que tu es toujours en recherche. Tu vois, tu te rapproches peut-être, mais... c'est ça, mais je sais qu'il y en a, ils ont trouvé leur personnage direct. Moi, en fait aussi, tu sais, des fois, t'as un souci de vouloir être trop honnête sur certains trucs, et donc du coup... je sais pas comment dire, mais tu penses que c'est trop tôt des fois? Pourquoi ça colle pas? Parce qu'il y a un cheminement que t'es obligé de faire. Tu sais qu'il y a une phrase qui dit tu sais, il te faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Tu vois. Et je pense que vraiment c'est vrai parce que c'est surtout une bonne phrase. Surtout dans notre discipline. C'est clair. Tu peux pas arriver à faire un stand-up à la Louis C.K. ou à la Dave Chappelle ou à la Chris Rock sans les années derrière. De travail derrière, c'est impossible. Il y a un mec que j'adore aussi, moi, mais moi j'adore son stand-up et j'aime bien ce qu'il véhicule, c'est Kate Williams.
Et il a fait 2 spectacles, je sais pas s'il en a fait plus ou 3. J'ai vu que le premier. T'as vu que le premier, le deuxième est meilleur. Ah ouais. Ouais, le premier est très drôle. Comment ça s'appelle Je me rappelle jamais des titres. Je peux te dire comment il était habillé et tout ça. Pimp. Quelque chose pimp, non? Ouais. Il est bien habillé comme un pimp en fait. Ouais, c'est ça, il est pimpé. Ouais. Et le deuxième aussi est très fort parce qu'en fait, il a vraiment des messages. Il a des messages, tu sais, vraiment de. Tu sais, je sais pas comment dire, pour te sortir de la médiocrité quoi, dans laquelle on peut être. Ouais. Et il a une manière de les faire, mais il a une énergie. Mais je me dis, what? Et des fois, tu sais, avec mon ami, on regarde. Des stand-up et tout, on se dit, les mecs ils font que 1 heure, tu sais, nous ici on fait 8 heures, 8 heures de spectacle. Non, mais eux ils font que 1 heure, mais tu comprends, les 1 heure c'est que des vannes atomiques quoi. C'est des trucs, ça te pulvérise à la fin. Alors que nous on dit, attends, il faut raconter une histoire, il faut un début, un milieu. Mais je pense que, je trouve qu'aussi c'est bien d'avoir une histoire. Ça dépend de ce que tu cherches. Ça dépend qui t'aime. Moi, j'ai joué des spectacles. Parce que des fois, je trouve que c'est un peu dommage de finir ton spectacle juste avec une vanne qui ressemble à tous les autres vannes. Des fois, c'est bien d'avoir quelque chose qui finit le spectacle. Peut-être même si c'est juste ton meilleur vanne, tu le gardes pour la fin. Au moins parce que des fois, c'est même pas le cas. C'est genre. Des fois, c'est juste, et c'est fini. C'est ça, des fois, nous on regarde, on se dit, mais. Donc je trouve que des fois, en fait, ça c'est le problème des fois avec le stand-up américain, c'est que juste je suis là pour raconter les vannes. Des fois, ça fait catalogue de vannes. Oui, c'est ça. Ouais. Et après, ils finissent, tu vois. Donc je trouve qu'il y a un équilibre à trouver là-dedans aussi. Ça donne de très mauvais coups, je pense. Ils préviennent pas, tu sais, ils ont pas d'orgasme. Ils disent pas, voilà, là c'est la fin. Quoi? C'était bien là. On était bien, on était en osmose et tout. Et toi, t'arrêtes comme ça. Et tu préviens pas, surtout. Mais c'est vrai que. Non, moi j'aime bien. Hein. Je cherchais le fil rouge de mon spectacle. Je l'ai pas encore trouvé. Hein. D'accord. Tu vois, donc je suis allée voir le spectacle d'une fille que j'aime beaucoup, qui s'appelle Labajon. Avec laquelle on travaille régulièrement ensemble et tout ça, et c'est une nana dans la vie, je l'adore, et sur scène elle me fait beaucoup rire, et je vois comment son spectacle a évolué vraiment, tu vois, à part un début, un milieu, une fin, c'est bien construit, c'est bien écrit, c'est bien amené, elle traite du sujet de l'adoption. Et moi, quand je l'ai rencontrée il y a 4 ans, elle racontait plein de trucs, des sketchs sur la partouze et tout ça, des trucs qui fonctionnaient, qui étaient drôles. Mais elle avait un truc sur le fait qu'elle venait de la DAS, mais très petit. Et je lui ai dit, si un jour t'as envie de travailler sur ça, s'il te plaît, appelle-moi, ça m'intéresse. Et du coup, on a travaillé son sketch sur le fait qu'elle était adoptée. Et puis c'est devenu le fil rouge de son spectacle. Et c'est pas misérabilis, c'est vraiment, c'est drôle quoi. Et donc, comment ça se fait que tu travailles pour les autres aussi? C'est un choix, t'aimes faire ça? Avant, je le faisais plus que maintenant. Maintenant, il faut que je me concentre vraiment. Parce que des fois, ça fait mal Enfin, c'est horrible, mais tu sais, t'as un ego d'artiste. C'est-à-dire que des fois, tu trouves des vannes, tu te dis, oh là là. Il vaut mieux le garder pour moi. En fait. Non, parce que on travaille, on est ensemble, tu vois, tu te dis, ah là là, j'aurais aimé, tu vois, la garder pour moi. Non, parce que j'aime bien côtoyer différents univers, j'aime bien ces rapports de ping-pong, d'échanges qu'on peut avoir. Je trouve que c'est là qu'on sort les meilleurs trucs. Avec Charlotte, on a fait un stand-up à 2 là sur mon plateau, So belle et tais-toi pas, qu'on est parti jouer à... un truc qu'on a écrit dans le train. Ah, vous avez fait un petit tournée? Ouais, en fait, mon plateau, il tourne pas mal maintenant. Ah, c'est cool. Et du coup, là, je l'avais invité à venir partager la scène à Bordeaux et tout ça. Et puis on a fait un truc et c'est vachement cool de pouvoir... C'est pas évident parce qu'il faut vraiment faire un bon relais de parole. Toutes les deux sur scène. Ouais, sur scène. On a fait une petite intervention sur les critiques qu'on peut voir parfois sur Internet et qui t'assassinent et le sens des proportions, que les mots ils ont été faits, ils ont un sens en fait. Tu peux pas dire à quelqu'un qui a essayé de te faire rire, je vais te tuer, fils de pute. Tu vois, tu vois, c'est pas. Tu peux pas dire ça à quelqu'un. Bah non, j'ai essayé de te faire rire. T'imagines quelle attente le mec il a pour arriver à mettre un commentaire comme ça. Quelle attente il a, quel espoir il avait mis en toi. Et donc on est parti, on a fait quoi, peut-être 3 minutes, mais qui a plutôt bien marché. Et c'était un stand-up à 2, c'est pas évident, mais c'était agréable quand même. Tu travaillais avec Shirley à un moment donné ou pas? À une époque, oui, quand elle faisait beaucoup ces trucs sur France 2. Et comment ça se passe? C'est toi qui
te proposes aux gens ou c'est les gens qui te contactent? Non, c'est les gens qui me contactaient. Qui te disent, toi t'es drôle, j'aimerais que tu bosses avec moi. Tu travailles avec moi, Et du coup, maintenant je le fais moins, donc du coup les gens ils savent que je suis moins disponible pour ça. Ouais. Mais parce que t'aimerais mettre plus d'énergie sur mon spectacle. Ouais. Parce qu'à un moment, en fait, tu peux bien t'occuper des autres quand déjà tu t'es bien occupé de toi. Oui. Sincèrement. Oui. Parce que sinon, tu passes ton temps à dire ouais, c'est cool, ça a marché pour toi. Oui. Moi, oui, on va réécrire ton autre sketch, d'accord, tu vois. Et à un moment donné, tu te dis voilà, maintenant, il faut se donner à soi-même aussi, quoi. Ouais, donc, mais j'aime bien faire des séances d'écriture collective. Mm-hmm. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Oui. Tu as écrit pour une série ou quelque chose J'ai écrit pour une pièce de théâtre là. Uh-huh. Mais je peux pas en dire trop parce que ça va sortir bientôt. On finalise l'écriture. Et tu étais plusieurs? On est 3, ouais. Okay, trois femmes. Le sujet, c'est l'abord de la maternité. Mm-hmm. En fait, il y a des trucs qui sont. Donc ça t'a plu de cet exercice d'être plusieurs? 3 quoi. Ouais, c'est pas toujours simple. Ouais. Parce que en fait, en vrai, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand là, on partait avec aucune base en fait, donc on a dû tout construire. Donc parfois, tu peux perdre un peu de temps. En même temps, tu t'amuses et parfois tu perds du temps parce que moi, j'aime bien, tu sais, quand j'ai au moins, je construis la base, tac, et après on rajoute des choses dessus. Tu vois, ce qui est chiant avec certaines personnes, t'as des gens qui écrivent vraiment pas. Et quand ils te demandent d'écrire, en fait, tu dois tout faire. S'il te plaît, donne-moi une direction, un ordre, quelque chose, parce que sinon, en fait, moi, alors ça me dérange pas de le faire, mais c'est plus intéressant quand même quand quelqu'un arrive avec une idée. Ouais. Tu vois, au moins la patte pour sculpter après. Ouais, tu vois, moi, à l'époque, j'aimais bien écrire des chansons un peu pour les gens et tout, et t'as des gens qui arrivaient et disaient, moi, je veux une chanson sur la paternité, sur le fait que je vais être père, une chanson sur l'amour. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de la paternité, qu'est-ce que tu penses de l'amour? Tu vois, donne-moi au moins ta vision, que ça aide à écrire. Un angle, quoi. Ouais. Et puis t'as des gens aussi, ils sont à côté de toi, ils font ça c'est marrant. Comment ça s'est fait que t'es sollicité autant? Parce que je suis marrante. Mais est-ce que c'est parce que les gens savaient que tu écrivais pour les Non, gens? mais je pense, oui, après ça se sait, tu vois, quand t'en as un ou deux qui cartonnent bien dans un truc et tout, les gens après ils t'appellent pour travailler. Et puis aussi après t'as des gens avec qui t'as plus ou moins d'affinité dans le milieu. Tu vois, il suffit que ton humour leur corresponde et puis puis voilà. Mais t'as eu une situation où quelqu'un voulait travailler avec toi et après tu as dit non, ton humour ne correspond pas? Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Au-delà même de l'humour, c'est la personne. Tu vois, c'est si tu sens que t'as pas d'affinité. Moi, on m'a sollicité il y a pas très longtemps et la personne, je dirais pas son nom, mais ça marche très bien pour cette personne là maintenant. Mais je pouvais pas parce que en fait on faisait des séances d'écriture, mais j'écrivais toute seule et j'avais l'impression tu sais, d'être dans 6e sens. Je vois des morts, l'autre il est à côté de toi et tu vois, il se passe rien. Et ça, c'est compliqué. Il te regardait bosser en fait. Il te regarde travailler. Après, moi je pense pas être le meilleur auteur de la planète, hein. Mais souvent je pense que ce que j'ai quand même, c'est des angles, des points de vue, tu vois, des démarrages. Je suis pas la meilleure punchlineuse. Tu vois, je trouve des punchs, sinon voilà quoi, mais moi c'est plus dans la structure des raisonnements et dans ça que je suis pas trop mal. Et t'as du mal à le faire pour toi-même? C'est toujours plus difficile pour soi que pour les autres, parce que pour l'autre, en fait, pour toi tu vas te mettre des limites que tu mets pas pour l'autre. L'autre, même tu le pousses, tu dis mais si, ça c'est vraiment drôle, c'est vrai, tu vois. Et puis après, c'est plus facile d'arriver avec la vision de l'autre à trouver des choses que d'être vraiment en introspection, de sortir des trucs pour toi-même, quoi. Et donc, tu as eu de l'aide, un peu, de quelqu'un d'autre qui justement faisait ce même travail pour toi, qui te disait, donc on dit, t'es comme ça, je vois ton angle comme ça, et cette personne a pu révéler des choses chez toi? En fait, moi, j'ai travaillé vraiment longtemps toute seule, hein. Vraiment longtemps, et c'est qu'à un moment donné quand t'es tout seul, vraiment ça tourne trop en rond. T'as vraiment besoin d'avoir un ping-pong, quoi. Et je travaillais pas mal avec Romain Chélan, parce que lui, moi je l'ai aidé vraiment à trouver des angles et des choses comme ça, et maintenant il est bon dans ça aussi parce que il s'est libéré, on va dire, d'une certaine manière.
Mais lui, c'est un excellent punchliner. C'est une machine impressionnante, quoi. C'est-à-dire que il produit en permanence. Il est vraiment. Donc vous êtes complémentaires là. Très, ouais, c'est ça. Donc et donc du coup, quand j'ai besoin de retour, je fais avec lui. Aussi, j'ai beaucoup apprécié aussi travailler avec Blanche. Par moments, on se faisait des petites sessions comme ça. Ah oui, t'as travaillé avec elle aussi. Mais on se marre à fond la caisse. Ouais. Pardon. Mais donc tu jouais ton One à un moment donné. Ouais. Tu le joues encore? Là, j'ai trouvé un nouveau metteur en scène. C'est une nouvelle metteur en scène. Elle s'appelle Caroline Sichos. Elle a mis en scène La Bajon, notamment, et puis les Desperate Housemen. Voilà. Et elle travaille sur. Elle a fait la mise en scène de Desperate Housemen. Ouais, Desperate, la version là qui se joue maintenant, qui est vraiment jouée. Ouais, parce que j'étais un des Desperate Housemen à un moment donné, mais. Moi aussi. Avant, si tu étais une Desperate Houseman, t'avais une bite avant. J'étais. Non, il faut de vrai, il m'avait demandé de venir et tout ça, mais j'avais pas de matériel sur le couple à l'époque. Ouais. Donc moi aussi, j'avais moins. Ouais, maintenant j'en ai un peu plus parce que j'étais plus en couple. Ouais. Et du coup, finalement, ta vie te fournit quand même ta matière première. Ouais. Mais à l'époque, j'avais pas trop de trucs, donc les gens comprenaient pas trop ce que je faisais là. Donc ça rigolait, mais un jour, je me suis vraiment pris un four. J'attendais vraiment un truc sur le couple. Ouais, ils étaient venus pour ça. Ils voulaient que tu les démontes. Comme ça. Et donc, un jour, je me suis pris un four là-bas et après, je me suis dit, je reviendrai quand j'aurai de la matière, tu vois. Puis entre-temps, ils font un trio là qui cartonne. Ouais. Avec cette metteuse c'est une femme? Ouais, Caroline, elle s'appelle. Tu as fait ton One et après tu as... Non, là, je commence à travailler avec elle. Ok. Maintenant. D'accord. C'est maintenant que tout commence. D'accord. C'est maintenant qu'il faut me suivre. Ouais, c'est maintenant que ça va commencer. Pourquoi tu as arrêté de jouer ton One? Parce que tu le fais au Paname, tu le faisais? Ah non, oui, enfin au Paname, je l'ai joué pendant un temps. Après, j'ai fait des dates au point virgule. Et puis là, je joue au Beau Saint-Martin depuis le début de l'année. Mais à un moment donné, en fait, t'as besoin de revenir à... Tu peux plus jouer ta matière comme ça. Il faut la repenser, il faut retravailler. Il y a même, j'ai peut-être viré 60% de ma matière, tu vois ce que je veux dire? Pour réécrire de nouvelles choses, pour que, tu vois... Il y a des trucs, ça te parle plus. Mais t'es arrivé à bosser parce que moi, quand j'ai arrêté mon spectacle en petite période, j'avais du mal à m'y mettre. Après. J'ai arrêté il y a 2 semaines mon spectacle. Ah d'accord. Mais par contre, oui, ça, c'est... J'ai plus de facilité là parce que j'ai des objectifs maintenant. Je sais que j'ai une rentrée, j'ai septembre à préparer. Ok, donc t'as une deadline quelque part. Ouais, complètement. Et puis maintenant, je me lance des challenges. Avant, ça me préoccupait de savoir si on me trouvait drôle ou pas. Et tout, maintenant, je commence à vraiment n'avoir rien à foutre en fait. Ouais, au moins, t'es confiante que t'es drôle, quoi. Bah, je fais rire. Ça veut dire que je suis un minimum drôle. Tu vois. Maintenant, si je veux être plus drôle, il faut que j'arrive moi à me libérer et à me sentir drôle légitimement en fait. Et parce que à force de trop regarder les gens, est-ce qu'ils me trouvent drôle, on s'en fout en fait. Fais des trucs drôles et puis après on verra. De toute façon, si je monterais plus sur scène, sinon, tu vois, si j'avais réussi à faire rire personne. La meuf qui s'entête. Un jour, quelqu'un rira une blague. Non, je pense que vraiment, s'il y a des gens qui font appel à toi pour écrire des trucs, si à chaque fois qu'il y a des gens qui écrivent des passages, systématiquement ils t'appellent pour te dire, est-ce que tu vois, ça te fait rire ou pas, tu vois, ça, c'est que ton avis, ton retour. Il vaut quelque chose. Au moins pour ces quelques personnes-là. Donc à partir de là, tu vois, si les gens te disent que t'es marrant, t'as pas de doute à avoir. Si tu t'auto-proclames quelqu'un de drôle, pose-toi des questions. C'est clair. Si tu dis je suis le roi de l'humour, mais qui te l'a dit? Personne. Mais moi-même, et je me fais beaucoup rire. Et donc là, du coup, Donc. Et donc tu vises septembre. Ouais, là, septembre, je sais pas quelle année, mais à septembre, je suis au taquet. Tu sais, c'est toujours les gens qui sont plein de projets. Ouais, parce que je suis sur du tournage, tout ça, et t'es 10 ans plus tard, et qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis encore sur des tournages, des projets, mais non, je pense que ça va bien cartonner, là. Enfin, si tu m'invites à un prochain podcast, on en a déjà fait 17, ouais, mais là, ça va être bien. Non, mais... mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'arrêter ton One? Pourquoi tu n'étais pas contente? Pour moi, c'est pas un arrêt. Pour moi, c'est continuer à bosser. Tu fais toujours de plateau. Ouais, c'est ça. Et même plus, en fait, du coup, parce que comme tu joues plus, parce qu'à un moment donné, il faut être content de ta matière
Et là où je veux aller, j'y suis pas encore. Donc je veux tout retravailler. Puis à Caroline, elle est vraiment superbe parce que en fait, elle t'est libre. Ouais. Et elle t'emmène là où tu pensais pas que toi tu serais capable d'aller. Et elle te guide vraiment. C'est pas génial. Juste une mise en confiance. C'est vraiment une mise en scène. C'est-à-dire elle te met vraiment sur la scène et elle te dit voilà, c'est ton espace, t'en disposes. Maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Et il y a des angles, tu vois, des trucs qui étaient un peu trash, un peu qui passent moins bien avec moi que si c'était Blanche qui le disait, par exemple, tu vois, parce que on dégage pas la même chose. Donc du coup, donc comment est-ce que je l'aborde? Elle me dit, est-ce que tu crois pas que tu pourrais l'aborder comme ça? Ah ouais, effectivement. Et là, je déroule. Et puis en plus, elle rigole, tu vois. Donc du coup, ça t'encourage. Tu sais, c'est vachement bien. Des gens comme ça ils sentent le truc et surtout ils te laissent devenir qui t'as à devenir. Et donc tu as l'impression qu'elle te connaît quelque part. Elle te voit dans une manière que toi tu te vois pas en fait. Et elle voit ce que tu... Ouais, c'est ça. Elle voit ce que tu es capable de faire alors que toi tu sais pas que tu as des doutes. Tu doutes même pas parce que tu sais pas. Tu vois, tu doutes, tu pourrais douter parce que tu as une vague idée du truc. Mais là, il y a des trucs vraiment... Je me suis découverte certaines choses. Je me suis dit, ah bon, ça je peux le faire et j'essaye de retrouver ma naïveté dont on parlait au début de l'entretien. Tu sais, ce truc du début, tu dis fuck, qu'est-ce que j'ai à perdre? Est-ce que les gens ils vont venir avec un couteau à me trancher la gorge? Bon, peut-être que si, parce que tu lis sur les commentaires, peut-être, mais au final, tu vois, c'est comme quand tu m'avais aidé à préparer mon passage en anglais à Montreux. Mais quand Aude Gallou m'a appelé, elle m'a dit en fait, est-ce que ça te dirait de faire le plateau anglophone? Et moi j'ai dit ouais dans l'absolu, Et j'ai raccroché et après j'ai dit mais j'ai rien et c'est dans 2 semaine tu vois, et du coup j'ai dit allez, au pire c'est pas grave, tu vois. C'était quelqu'un qui marche au défi en fait. Ça c'est vrai. Moi quand je suis au pied du mur, quand je sais que j'ai pas le choix, je vais faire le maximum pour que ça se passe bien. J'étais impressionné parce que tu as réussi à faire le passage et moi je l'ai pas vu, mais tu m'as dit que ça s'est bien passé. C'est super bien passé. Non, mais puis il faut se le donner quand même, les moyens de faire. Tu sais très bien ce que c'est, de jouer dans une langue qui est pas la tienne. Mais justement, j'avais préparé sur les soignants à se foutre de ma gueule parce qu'ils me disaient toi genre t'es carré et compagnie. Mais c'est vrai que on en avait parlé la veille de faire cette première scène à Montreux en anglais où tu m'avais vraiment bien aidé parce que au-delà même d'avoir repris des expressions, des choses comme ça, des petites choses dans le texte, mais tu m'avais mis en condition pour que ça se passe bien aussi en me disant, tu vois, c'est pas grave, parce que j'avais un texte beaucoup plus long, tu m'as dit même si ça fait que 5 minutes, mais que ce soit 5 bonnes minutes, et du coup je me suis concentrée vraiment sur et ça faisait vraiment 5 minutes en fait. Et quand je suis arrivée sur scène, je sais pas, j'avais pas la même angoisse que quand c'est en français. C'est-à-dire que je me suis dit, au pire, ils rigolent pas, peut-être qu'ils me comprennent pas. Tu vois, je sais pas, t'es détaché quand tu joues pas dans ta langue. Comme s'il y avait un filtre quelque part. Comme si c'était permis, et puis de toute façon... tu t'es là pour t'amuser. Ouais, exactement. Et c'était incroyable parce que ça a vraiment... tout est passé, sauf un truc. Et voilà, même à un moment donné, je me suis trompée. Je dis I was excited. Bon, I was happy. Et les gens, tu vois, c'est comme si c'était une joke, alors que, tu vois, c'était en. Donc, tu étais assez à l'aise pour faire une petite vanne là-dessus. Donc ça... Mais c'était même pas une vanne, c'était genre, c'est pas grave, je vais changer, tu vois. Mais ça, et c'est comme si c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'était un vrai bonheur, quoi. Puis après, quand les gens viennent te voir, ils disent oh là là, mais je pensais pas. Il y avait une humoriste américaine, je sais plus comment elle s'appelle. Je te croyais pas quand tu as dit que c'était la première fois que tu joues en anglais et tout. Elle était gentille. Est-ce que j'ai revu la vidéo? Ça sera diffusé le truc? Je crois. Mais sinon, moi j'ai le truc. Mais je te l'ai envoyé, non, ou pas? Non, je pense pas. C'est vrai? Ouais, j'aimerais le voir. Ah ouais, je te montrer tout à l'heure. Si tu veux. Et voilà, tu vois, c'était plein de fautes. J'avais vraiment un débit. Mais est-ce que tu connais ça, Seb? Quand tu joues dans une autre langue, tu as le débit de ta langue maternelle. Oui, bien sûr. Et il y a plusieurs gens qui me disent ils ont l'impression d'entendre un New-Yorkais parler français dans le sens vraiment dans le rythme, que ça traverse quelque part. Mais oui, parce que tu en fait t'as ta phrase en anglais mais tu penses en français. Et donc du coup tu parles. Mais les intonations que j'avais c'était des intonations
que j'ai dans mon stand-up français. C'est ma langue, c'était le français et ça se sentait vraiment quoi. Tu regardes, tu dis ouais c'est mignon, c'est une première fois, tu vois, c'est mignon, mais je te la montrerai, tu vas voir. Et en tout cas j'étais contente d'avoir relevé ce défi et je m'étais dit vraiment ça rigole pas, j'en ai rien à foutre. Je l'ai fait quoi. Et avec My Pussy is Clean quand même. Et celle-là, à l'inverse, je l'ai essayé en français, elle marche aussi. C'est que c'est aussi chouette de trouver des vannes qui marchent dans les deux langues quoi. Parce que c'est pas évident. Et Yacine Bellouz, il me disait qu'il y avait des trucs ça marche dans un truc et puis parce que t'as pas la même référence. Il me disait les filles qui te parlent mal à Paris, tu vois, nous ça nous parle tout de suite. En Angleterre, il dit mais peut-être que c'est comme ça parce que toi tu as des problèmes avec les filles. Toi tu dis ben non en fait parce que nous en fait on les agresse et donc du coup elles répondent mal et mais je trouve qu'il est exceptionnellement courageux de faire des trucs comme ça. T'as un but de cette année 2015? Non, aucun. C'est peut-être pour ça que j'en suis claire. Que j'ai jamais eu de but et tout ça. Bon, j'aimerais bien avoir un nouveau 5 minutes. Non, pour 2015, alors, je sais pas, moi, c'est les défis du dernier moment, tu vois. Tu m'appelles, tu me dis, tu veux faire une scène en allemand? Peut-être, tu vois, je dirais, hey, ya! Merde, je parle plus allemand depuis 7 ans déjà. Je sais plus comment on fait. Mais concrètement, avoir un bon spectacle, ouais, c'est ça mon objectif. Avoir vraiment pour moi. Après. Mais remplissage joue dedans quand même. Ah non, je m'en fous. S'il y a des gens, voilà, bien sûr. Mais je pense que si ton spectacle est bon, quand même. Tu penses? Pas forcément, parce que c'est vrai qu'il y a plein de bons spectacles qui remplissent pas. Ouais, c'est vrai. Mais c'était très con ce que j'ai dit. En plus, c'est vrai, j'en avais l'exemple il n'y a pas si longtemps que ça encore. Mais ouais, maintenant, c'est pas ce qui fait que ça marche ou pas. C'est la visibilité, l'exposition, la télé, tout ça. Mais est-ce que aussi c'est pas seulement un bon spectacle, mais un spectacle qui ressemble pas aux autres aussi? Bon, il y a plein de facteurs finalement. Je pense qu'il ne ressemble pas aux autres à partir du moment où toi-même tu te ressembles à personne. Moi, je pense pas. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est prétentieux ou quoi. Mais même si c'était pas drôle par moment, on m'a jamais dit tu ressembles à telle ou telle personne. Ou tu me fais penser à telle et telle personne. C'est un grand avantage. C'est un grand avantage. Déjà physiquement, je pense que je ressemble pas à beaucoup de monde. Vocalement non plus. Et je pense que j'ai toujours eu quand même cette sincérité de raconter des trucs à moi. Et donc du coup, je ressemble pas à toutes les autres filles que tu peux voir. Enfin, je pense, peut-être que je me leurre, je sais pas, mais tu m'as vu plusieurs fois. Je suis d'accord. Tu vois, donc à partir de là, je m'inquiète pas pour ça. De faire un truc qui ressemble aux autres, non, parce que c'est des trucs qui me sont propres. Donc après, c'est vraiment ça qui est fort aussi dans l'introspection que tu peux faire de toi, c'est qu'il y a personne qui va venir qui dirait je suis vietnamien yougoslave, c'est ça. Bonjour, personne peut appliquer tes vannes mais finalement. Non, parce que c'est ou alors quand on te le fait, c'est pour ça que c'est pas bien de voler les vannes des gens. Quand on te fait ça, moi j'ai essayé d'expliquer ça à un humoriste qu'on connaît et qui vole beaucoup des vannes. Non, parce qu'il y en a, c'est des spécialistes et on les appelle les kleptovannes. À quel point, tu vois, ils volent des trucs et tout. Et j'ai essayé de lui expliquer et il me dit mais non, parce que moi ma vanne, je la finis pas pareil. J'ai dit mais c'est pas la chute, c'est tout le raisonnement. Tu vois, c'est une partie de la vie de quelqu'un que t'as pris. Tu vois, c'est son histoire. Il a vécu ça, toi tu vas prendre tout le raisonnement et tu vas changer Quick par McDo, mais ça mais tu sais, c'est une vraie maladie, ils se rendent pas compte. À un moment donné, ça dure pas. Alors après, à toi de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux que ton travail y pérennise ou pas? Si c'est du consommable et pour être connu très rapidement, passe par là, mais si t'as envie de dire quelque chose et la raison pour laquelle t'es sur scène, c'est que t'as envie de donner. Tu feras pas ça. Mais je pense que c'est pas la majorité des gens qui font ça. C'est vraiment une minorité des gens qui ont pour objectif, eux, pour le coup, c'est la reconnaissance et la facilité. La facilité ou c'est ça. Et en même temps, moi, si je faisais ça, je trouverais pas ça facile du tout. Parce qu'il faut assumer après les autres qui te regardent. C'est clair. C'est pas ta vanne. C'est affreux. C'est long. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je pense que je suis pas rendue je suis même pas à 20% de ce qu'il me reste à faire comme travail quoi. Je pense que je préfère ne pas y penser des fois. Je préfère regarder et me dire j'ai déjà fait ça, voilà. Et puis
Bah ouais, parce que ça aide. T'as besoin aussi. Ouais. T'as besoin de dire, ok, bon, j'ai quand même fait pas mal de chemin, donc ça veut dire qu'il y a un peu de progrès. Mais là. C'est ça, c'est comme quand je sais pas, t'achètes une ruine en maison et tu dis voilà, c'est bien, j'ai déjà fait le sol. Bon, il reste le mur, le toit et tout ça, mais c'est pas grave, tu vois, ça prendra le temps que ça prendra. Ouais. Et peut-être que ça marchera jamais. Mais déjà, le fait que tu arrives à en gagner ta vie, grosso modo, ça veut dire que c'est déjà bien, quoi. Oui, ça veut dire que c'est déjà... une réussite. Déjà, il y a plein de gens qui ne peuvent pas forcément dire qu'ils gagnent de l'argent en faisant ça. Donc déjà, c'est une réussite. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu sais, j'ai un ami qui m'a dit quoi un jour, je lui disais, ouais, mais tu vois, ça fait un petit moment quand même que je suis là-dedans. Enfin, concrètement, ça fait vraiment 4 ans que j'ai arrêté mes boulots. Avant, je faisais de la gestion de patrimoine dans une boîte d'assurance, un truc, voilà. Mais ça fait 3 ans, 4 ans vraiment que je fais que ça. Non, même pas, 2012, c'était quand ? Il y a 3 ans. 3 ans. Il me disait, mais t'es déjà en train de réussir, en fait. Ouais. Tu sais, c'est quoi la réussite en vérité ? Est-ce que c'est d'arriver à faire des zéniths et tout ça ? Oui. Aussi. C'est les gens qui disent non, moi, on va pas cracher là-dessus. Du moment qu'il y a des gens qui rient à mes blagues, tu vois, oui, bien sûr, ça on va dire qu'on a reconnu ton travail à partir de là, mais déjà arriver à faire ça, et comme tu dis, arriver à gagner sa vie, c'est déjà énorme, hein, payer tes charges. Parce que déjà, c'est un petit pourcentage des gens qui arrivent à faire ça, déjà. Je sais pas, je me rends pas compte, je connais pas les losers. Je le fréquente pas. Du coup, je les fréquente pas, du coup, je sais pas trop, mais t'en connais, toi ? Non. Des descendants, comme on dit, des gens qui galèrent. Toi, tu galères pas, toi, t'es blindé. Ouais, bien sûr. Bobo et tout ça. Moi, je suis juif new-yorkais, donc américain et déjà. juif. Ouais, putain. Américain et juif, déjà. Ouais, déjà. Là, ouais. T'es au top, quoi. C'est ça que tu lui as dit à ta femme pour la séduire ? Ouais. Je suis américain et juif. Ouais, viens avec moi. Mais troisième partie de ça, c'est juif new-yorkais humoriste. Donc déjà, ça gâche tout le reste. Ouais, ça annule. C'est le truc annule. Ouais. Je suis juif new-yorkais. Et tu fais quoi dans la vie ? Je suis humoriste. Ouais. En France, en plus. En France, ouais. Ouais, c'est ça. Mais avant d'être... parce que ça, je me demandais... Avant de venir... parce qu'il faut me poser une question. Je sais pas si tu es au courant. Ouais. À la fin de mon podcast. Bah moi je te pose la question. Avant de... Parce que j'ai pas entendu j'ai pas écouté tous les podcasts, mais j'en ai écouté pas mal. Mais non, mais... est-ce que quand tu rêves aussi de faire ta carrière à New York, est-ce que tu rêves de ça aux États-Unis, en anglais, dans ta langue maternelle ? Non, drôlement, pas forcément. C'est pas forcément un but final. Je pense pas forcément je vais faire tout ça pour revenir rentrer aux États-Unis. Non, mais dans tes rêves, pas dans ton ça sera but cool. machiavélique. Ça sera. Je vais conquérir les États-Unis depuis la France. Le mec a rien compris. Ça marche pas. Le mec il conquiert la France depuis les États-Unis en fait en général. Ouais, c'est bon. Je vais aller en Ukraine, je serai très connu. Et à New York. Je serai un Bratislava boy de l'humour et voilà. Non mais. Est-ce que j'aimerais y retourner et avoir de la réussite, c'est ça la question ? Ouais, non, et arriver à ce que ça fonctionne, parce que là-bas c'est le vivier des humoristes. Il doit y en avoir, tu dois avoir plus d'humoristes au mètre carré que de clochards, tu vois, à New York. Donc oui, ça sera bien, mais en fait le problème c'est que je mets pas, peut-être un peu comme toi, je préfère me concentrer sur la tâche suivante, quoi. Ouais. Tu vois, donc là, la tâche, c'est de réussir ici et travailler. Puis il y a du boulot. Hein. Oui. Mais pour moi, c'est un travail de toute une vie d'être un humoriste en vrai. Clair. Tu vois, c'est pas tu t'engages, tu dis je vais être humoriste pendant 5 ans, puis après je vais faire du cinéma. Enfin, sinon, pour moi, c'est pas ça être humoriste alors à ce moment-là, tu vois. Ça n'empêche pas que tu puisses faire du cinéma. Donc tu vois, toi, faire la scène toute ta vie. Non, moi je voudrais faire du cinéma. La fille qui est complètement contradictoire. Non, mais tu peux faire le cinéma et aussi continuer à faire la scène. Ça n'a rien à voir. Non, mais moi je me verrais bien être une vieille humoriste. Tu vois, je voudrais pas péter les plombs comme comment elle s'appelle, la vieille qui est morte il y a pas longtemps là. John Rivers. Ouais. D'ailleurs que je trouvais bonne sur scène. Hein. Elle est exceptionnelle. Très drôle. Exceptionnel. Ouais. Moi, je regarde beaucoup ce que font les femmes parce que c'est pas pour prendre un personnage. Je trouve que c'est le problème quand tu regardes trop de spectacles. Après aussi, tu t'absorbes. Absorbes et tu sais pas. Après, tu parles comme ça. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est toi Mais par contre, je trouve que les femmes aux États-Unis, parce qu'en France, on n'a pas beaucoup de références de femmes en fait, et les références qu'on a, elles sont assez masculines.
Tu vois, parce que pour réussir en France, pour être humoriste, il fallait quand même. Tu vois, Florence Foresti, elle cartonne, mais elle a ce côté assez mec. Ouais, elle a un vrai côté mec. On pense qu'elle est lesbienne. Moi, j'ai pensé. Ouais, tu vois, tout le monde a dit, allez, arrête tes conneries, tu peux nous le dire. Alors qu'elle n'est pas du tout lesbienne, mais elle a ce côté un peu garçon manqué. Il y avait qui aussi, Muriel Robin qui avait cartonné. Après, t'avais Sylvie Joly, c'était encore un autre genre, c'est une dame. Moi, je connais pas. Tu connais pas? Je connais le nom, mais je l'ai jamais vu un de ces. Tu vois, où t'avais Valérie Lemercier, mais c'est pas des performances comme ça. Mais maintenant, la nouvelle génération, ça change beaucoup. C'est sûr. Parce que t'as des nanas quand même qu'on voit du bois. Hein. Mais elles ont. Mais même aux États-Unis, t'as très peu de filles très girly qui font de l'humour en réalité. Hein. T'as jamais une nana qui arrive et dit oui, ou alors on dit que c'est de l'humour de filles, quoi. Ouais. Tu vois, c'est compliqué, hein, c'est pas. Je suis d'accord, c'est compliqué. Moi, souvent, on me dit, c'est marrant, t'écris pas comme, t'écris comme un mec. Ouais. Et pour moi, ça existe pas, ça veut rien dire pour moi, ça. Ouais. Je comprends ce qu'on me dit quand on me dit ça, mais. C'est en fait de quoi, d'être trash en fait, de pouvoir écrire parce qu'on n'associe pas forcément le trash avec une fille, c'est ça? Non, je pense que ça n'a rien à voir avec le trash, c'est que aussi parfois je peux avoir des propos misogynes. Vraiment, on va dire que c'est misogyne alors que c'est juste une réalité, tu vois, il y a des trucs, c'est comme ça, ou alors des cheminements de pensée. Je sais que ça ira mieux à des mecs qu'à moi. Je sais que si moi je les dis, on va pas comprendre. Et donc des fois des trucs je les donne à des mecs s'ils les veulent parce que ça leur ira mieux. Mais non, et oui, puis parce qu'on, je sais pas, je pense que les gens ils savent pas ce que c'est qu'une fille drôle. C'est pour ça que je fais des plateaux qui s'appellent Sois belle et tais-toi pas. Après il y a des gens qui disent oui, mais faites des plateaux que sur de filles. Alors c'est pas, tu les as déjà fait nos plateaux, ils sont cool franchement. Et tu les as fait à l'époque, c'était la misère. On jouait dans une cave, tu vois. Maintenant on a des. J'ai fait aussi. Au 10 heures, ouais. C'était J'étais cool, l'invité mystère. Ouais. Parce que c'était cool, c'était bien. Il y a une bonne ambiance et c'est pas truc de nana, tu vois ce que je veux dire? Non. Et donc il y a la même fille qui passe, tu fais une rotation. Mais c'est toujours toi qui présente. Toujours, je présente et je joue et. Donc ça se passe toujours à Paris aussi? Non, je fais plus à Paris, je fais maintenant quand on achète le plateau. D'accord. Parce que c'est fatigant, tu vois, toutes les semaines, t'organises un truc. Et donc, chaque fois que t'es embauché, tu trouves les filles qui sont dispo et tu y vas. Les filles qui sont disponibles et les gens qui me font rire, tu vois, que j'ai envie de faire découvrir. Et puis je trouve 2 artistes locales. D'accord, c'est cool. Ouais, comme ça fait aussi. Parce qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'il se passe des choses. T'as plein d'artistes dans les régions différentes. Et puis, tu vois, là, on était à Bordeaux, on a fait presque 600 places complets. Cool. Une ambiance extraordinaire. Et après, t'as beaucoup de mecs qui disent ouais, mais vous faites que des plateaux de filles et tout ça, mais ce que les mecs ne comprennent pas, c'est que nous, souvent, quand on va jouer en tant que femme, on est la seule nana sur un plateau. Souvent, vous êtes, excuse-moi l'expression, mais entre couilles. Tu vois, il y a très peu de. Souvent. T'as l'impression d'être invité à une tournante, tu vois. T'es pas sur un plateau, tu sais. Et à la fin, vous allez me baiser, c'est ça? C'est comment ça se passe, tu vois. Donc, du coup, c'est super gênant. Et puis, ils estiment que s'ils ont une fille, c'est déjà bien. On va pas en avoir 2. C'est le quota, quoi. Alors un arabe, une fille. Et un trisomique. Et voilà. Et comme ça, là, on est bien. Alors, une fille arabe trisomique, alors là, ce serait le complet. Ça, alors, ce serait le top. Elle va bosser comme sur tout le plateau. Elle va avoir des choses à se prouver, je peux te le dire. Mais alors que quand tu vas sur nos plateaux, mais c'est tellement drôle. Enfin, vraiment, moi je pense qu'il y a pas drôle, t'es pas drôle, c'est pas t'es un garçon, t'es une fille, il faut arrêter ces trucs-là. Et les gens ils sortent de là. J'avais une vanne comme ça où les gens ils disent t'es drôle pour une fille. Ils disent ça, c'est vraiment le truc le pire qu'on puisse nous dire. Et je dis les gens qui disent t'es drôle pour une fille doivent aussi dire tu sens bon pour un noir. Tu vois, t'as vraiment des clichés quoi. Quand tu vois des filles, moi je sais pas, tu vois Shirley, tu vois Marie Desrolles, tu vois Labajon, tu vois notre génération, je trouve qu'il y a plein de filles hyper drôles. Bah ouais, Nawel Madani, Claudia Tagbo, je sais pas, elle envoie Blanche, du bois, Nora Hamzaoui, Nicole Ferroni, exceptionnelle. Ouais, Océane Rosemary. Océane Rosemary, j'ai pas vu son spectacle, mais on m'a dit que c'était vraiment bien. J'ai vu que le deuxième, j'ai pas vu la lesbienne invisible.
t'as vu la lesbienne visible. Maintenant les gens me connaissent, alors je peux plus dire que je suis invisible. Je suis là, mais c'est vrai que t'as plein de nanas, mais elles étaient là avant. Hein. C'est juste. Oui. Que maintenant Ouais, maintenant on se dit, les filles font des blagues, elles font pas que des vaisselles et tout ça. Et elles font des blagues, elles écrivent pour des gens. Tu vois, Charlotte Gabris aussi. T'as Christine Bérou, Nadia Rose, on peut t'en citer, les gens disent toujours oui, je sais pas, mais arrêtez vos conneries. Il y en a des nanas marrantes. Le jour où on fera plus attention si t'es une fille ou un garçon, je pense qu'on aura gagné, Sébastien. Est-ce que t'as de la promo à faire? Faut me suivre, quoi. Ouais. Sur Facebook. Sur livre de visage. Ouais, livre de visage, exactement. C'est comme ça que tu traduis. Le jour où je voudrais ouvrir un compte livre de visage. Candy, C-A-N-D-I-I-E. Voilà. I-I-E. Ouais. Faut se tromper parce que. Moi, je pensais que c'était 2 I. J'ai oublié le. Ouais, mais en fait, je voulais changer récemment et remettre mon Y, tu vois, de mon prénom. Parce que les gens ne me retrouvent pas. Parce que je me suis dit 2 IE, il n'y en a pas 2 qui s'écrivent comme ça. Sauf qu'il n'y en a pas 2 qui se rappellent. Tu vois. Donc les gens ne te retrouvent jamais. On dit, j'ai vu une petite. Ils savent peu. Donc, mais en fait, non, maintenant c'est trop inscrit comme ça, c'est trop tard. Ouais. Too late. Donc voilà, Sébastien. Bon, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, t'as dit le mot magique. Merci beaucoup. Non. Au revoir. Non. T'as dit voilà. Voilà. Oui, voilà. Voilà quoi. Voilà quoi. Mais tu sais que je l'ai dit sur la scène en anglais. À un moment donné, je savais plus quoi dire. Je fais voilà. Ah ouais. Je pense que c'est le mot de survie. Ouais. Justement, on n'a pas besoin de finir sa phrase. C'est juste. Voilà. Et Sébastien, voilà. Voilà, c'est la fin de notre conversation. Candy et moi. Je vous conseille vivement d'aller voir son plateau Sois belle et tais-toi pas. Je pense que la prochaine date c'est au Grand Point Virgule, le 29 mars, si Biréduc ne me trompe pas. Voilà. Aussi, j'espère que ça vous a plu, bien sûr. Si c'est le cas, vous pouvez liker la page Facebook. Il faut vous abonner quand même sur iTunes. Aussi, si vous voulez me voir, je joue tous les dimanches à 17h. En français et à 18h30 en anglais à la Nouvelle Scène qui est une péniche juste devant Notre-Dame. Et aussi j'anime le plateau, le New York Comedy Night qui est la crème de la crème du milieu anglophone ici à Paris, tout le vendredi à 21h30 au Gymnase. Merci d'avoir écouté et bien sûr, attention au noir. Voilà quoi.